Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à tous pour ce quatrième webinaire de la cohorte SFDT1. Donc, vous avez ici présent l'équipe complète de la cohorte SFDT1 qu'on va présenter. Donc, c'est vraiment pour nous important ces échanges de partage qui nous permet à nous de vous restituer quelques résultats, mais également de relever vos idées, vos impressions et éventuellement de continuer à faire vivre la cohorte dans l'avenir. Ce webinaire s'articulera autour de trois grandes parties. Dans un premier temps, avec Emmanuel, nous allons rappeler les grands objectifs de cette cohorte SFDT1 et Emmanuel vous présentera les avancées récentes. Dans un deuxième temps, on parlera de quelques résultats de quelques auto-questionnaires que la plupart d'entre vous avaient remplis. Et donc, on va vous donner quelques premiers résultats. Ce ne sont que des premiers résultats préliminaires. Et enfin, dans une troisième partie, on a la chance d'avoir parmi nous le professeur Hélène Hanner, qui non seulement est une experte de la boucle fermée qui nous en parlera, mais en plus participe de manière très intense à la cohorte SFDT1, puisqu'elle est la présidente de la fondation qui est notre promoteur. Donc, elle est non seulement experte, mais en plus participante à l'organisation de SFDT1. Et je remercie Bénédicte, ici présente, qui est une patiente diabétique de type 1, qui va nous parler de son expérience personnelle de la boucle fermée. Voilà, je vous propose donc de démarrer et je précise que nous avons ici présents Laura et Mathilde qui vont pouvoir vous faire remonter des questions que vous pouvez exprimer à travers le chat sur le Zoom. Alors, on essaiera de prendre le maximum de questions dans le temps imparti. On ne peut pas répondre à toutes les questions. On essaiera de faire le maximum pour que cet échange soit enrichissant. Et je précise aussi que ce webinaire est enregistré et que si c'est possible, donc il sera présent sur le site SFDT1 et sera diffusé. Alors vous serez, il n'y aura pas de nom visible, etc. Enfin, sauf les nôtres, évidemment, de vous. Voilà, il n'y a pas de souci de confidentialité. Est-ce que vous voyez mes diapos? Pas encore, Jean-Pierre. Ah. J'en profite pour dire bonjour de mon côté. Donc, en fait, Jean-Pierre, il ne s'est pas représenté. Mais donc, Oui, Jean-Pierre Rivlin, on on est tous les deux les responsables scientifiques, on va dire, coordinateurs de l'étude SFDT1 avec l'équipe qui nous entoure. Voilà. Oui, effectivement, j'ai voulu aller vite parce que le temps est court et on a énormément d'éléments à partager avec vous. Deuxième chose, oui, le webinaire durera 1 heure. On arrête au bout d'1 heure. Voilà, juste pour vous organiser. Et sinon, c'est bon, Emmanuel, j'ai rien oublié d'autre. Je ne sais pas, on va voir. Un peu des sur des précisions importantes. Merci Mm. beaucoup. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, donc la cohorte SFDT1 à laquelle vous participez a été construite à l'initiative d'une société savante, la Société francophone du diabète. Ça fait à peu près 5 ans. Les premières inclusions, ça a mis du temps à être mis en place. Les premières inclusions dans cette étude datent de juin 2021. 2020, pardon. Et donc, en fait, toute l'organisation, la responsabilité est portée par une fondation, la Fondation francophone pour la recherche sur le diabète, qui est dirigée par le professeur Hélène Hanner. Bien sûr, cette étude a des partenaires institutionnels. Outre la fondation que j'ai déjà citée, la Société francophone du diabète, il y a l'association des patients, la FFD, qui a construit ce projet avec l'équipe et qui est un partenaire historique, et l'association des jeunes diabétiques également, et puis des associations locales ont désiré participer financièrement même à cette étude, et notamment une qui s'appelle Sur les pas de Sceaux, qui est une association qui travaille dans la région de Caen. Ce sont des marcheurs avec diabète et qui participent. On apprécie beaucoup cette participation. Il y a des mécènes industriels dont vous voyez ici les logos. Et puis enfin, il y a des collaborateurs, et en particulier Sanoya, qui joue un rôle absolument majeur dans l'étude, qui nous construisent les différentes plateformes de l'étude. Ils sont présents ici et ils participent à l'organisation de ce webinaire. Puis on a d'autres structures qui sont collaborateurs. Alors voilà l'équipe. Donc
alors maintenant, je rattrape mon manquement, je me présente. Donc, Jean-Pierre Rivelyne, je suis professeur de diabétologie à l'hôpital Lariboisière. Emmanuel, je te laisse te présenter de manière plus précise. Là, moi, je suis aussi professeur de diabétologie. Je suis sur Bobigny, Bondy et Sevran, dans la région nord de Paris, dans le 9-3. Guy, tu veux te présenter? Oui, bonjour à tous, je suis Guy Fagerazi, je suis chercheur en épidémiologie du diabète et je travaille avec Emmanuel et Jean-Pierre à la création de la cohorte et à l'analyse des données aussi. Merci. Laura? Oui, bonjour, je suis Laura Salon, je suis la chef de projet qui coordonne l'étude SFDT1. Et Mathilde? Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde Huette et je suis chef de projet avec Laura sur l'étude SFDT1. Donc ça, c'est le noyau qui travaille au quotidien, mais bien sûr avec bien d'autres personnes. Hélène Hanner, que j'ai déjà cité, et un conseil scientifique, etc. Je vais vous rappeler rapidement les points clés de ce projet, de cette cohorte. Donc, le SFDT1, c'est une étude épidémiologique. Ça veut dire qu'on essaye de mieux comprendre, mieux connaître le diabète au sein d'une cohorte qui a pour objectif très ambitieux de suivre 15 000 personnes qui vivent avec un diabète de type 1, qu'ils soient adultes ou enfants, et afin de mieux comprendre le diabète de type 1, en particulier les complications au niveau du cœur, les hypoglycémies, la charge économique que ce diabète de type 1 peut occasionner, et puis des aspects plus généraux sur la psychologie des gens, l'anxiété, la dépression et différents aspects de la vie quotidienne. Et il y a encore énormément de questions qui restent sans réponse aujourd'hui pour bien comprendre le diabète de type 1. Et en fait, comme c'est indiqué ici, l'élément central de cette aventure, c'est centré pour l'instant sur le risque cardiovasculaire. C'est la principale question, mais bien sûr, il y en a bien d'autres, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et en fait, l'idée, c'est pas seulement d'élaborer entre nous un projet, mais vous mettre à contribution. Et dès le départ, on a élaboré ça avec des patients, on a demandé conseil sur les éléments de langage, sur des idées d'études qu'on pourrait faire. Et ces webinaires servent également à ça, c'est-à-dire continuer à vous faire participer, vous rendre quelques résultats et puis susciter des idées que nous n'aurions pas parce que vous vivez avec le diabète de type 1 et vous avez votre vision des choses. Donc, comme je l'ai dit, il y a 15 000 patients qui doivent être recrutés. Et Emmanuel vous dira où on en est. Un diabète de type 1 défini de manière très simple, c'est-à-dire un diabète avant l'âge de 35 ans avec une mise à l'insuline immédiate. Et bien sûr, tout ce qu'on fait ici a été validé par un comité d'éthique et par la Comité nationale informatique et liberté. Et on a une ambition de suivre les gens, de vous suivre, de mieux vous comprendre, mais sur la durée, en vous voyant pendant une durée de 10 ans et grâce à la base de données de la sécurité sociale, avoir des informations de santé, notamment pendant une durée totale de 30 ans. Donc, vous voyez, c'est une longue étude qui va apporter des informations extrêmement précieuses. En fait, ça consiste précisément d'abord à une visite clinique, c'est-à-dire vous voyez le médecin et vous donnez votre accord vous avez donné déjà votre accord pour participer à l'étude. Et donc, on recueille des informations médicales classiques. Dans cette étude, on ne fait rien qui sort du soin courant, en dehors des questionnaires qu'on vous fait passer, qui nous donnent des informations sur la qualité de vie. On vous a prélevé des tubes de sang qu'on met au frigidaire. Et l'idée, c'est d'essayer de rechercher dans les mois ou années à venir des marqueurs qui permettent de mieux comprendre les complications du diabète. Et puis, comme vous le savez, vous recevez tous les mois des questionnaires auxquels vous êtes une grande majorité à répondre, et Emmanuel reviendra là-dessus sur vraiment, on est très sensible au fait que les gens répondent beaucoup à ces questionnaires et ça va être des informations très précieuses. Nous avons aussi les données de mesure continue du glucose, anonymisées, bien sûr, ce qui nous permet d'associer aux autres informations, on peut en sortir des informations très intéressantes. Et comme je le disais tout à l'heure, dans l'avenir, nous aurons accès aux données de la sécurité sociale, ce qui permettra d'avoir différentes informations concernant les différentes hospitalisations, les consommations de soins, etc. Et je laisse la parole à Emmanuel, à moins que Laura a déjà des questions. Laura, des questions? Pas de questions, Laura? Probablement pas. Je l'entends pas. Alors, pardon, j'ai coupé mon micro. Non, il n'y a pas de questions pour le moment, excusez-moi. Mais n'hésitez pas à faire remonter les questions à Laura, parce qu'on est aussi là pour dialoguer et recueillir vos impressions. Vas-y, Emmanuel. Alors, les actualités.
on va vous montrer que c'est super parce que la cohorte, elle s'agrandit. Déjà parce qu'on a ouvert beaucoup de centres. Vous avez ici les centres en métropole, mais aussi on a des centres en TomTom. Vous avez les centres ouverts en 2022, tous les rouges. Donc, vous voyez un peu le nombre de centres. On a doublé presque plus que ça les centres. Et donc, tous ces centres deviennent actifs et vont pouvoir inclure encore plus de participants dans la cohorte comme vous. Donc, au fur et à mesure, on va grandir. Et il y a aussi beaucoup de centres pédiatriques qu'on a commencé à ouvrir, qui sont souvent en lien avec des centres adultes. Donc, on est à 33 centres. Et vous voyez la courbe des inclusions. On veut aller à 15 000, hein, donc on a encore de la marge. Mais vous voyez qu'on est à 1243 il y a quelques jours. Enfin, on est à 1000. Voilà. Ça a beaucoup augmenté et il y a une bonne dynamique actuellement avec des enfants et des adultes. Je vais vous montrer un peu le profil, votre profil. Donc, côté adulte, on a un peu plus d'hommes que de femmes, un âge moyen de 41 ans et le plus jeune à 18 ans, le doyen 84 ans. Pour les enfants, on a autant de garçons que de filles et ils vont de 7 à 16 ans, 11 ans en moyenne. Alors, on vous parlait des questionnaires et justement, on a décidé aujourd'hui de vous rapporter un peu les deux types de questionnaires. Un questionnaire sur le sommeil et un questionnaire sur la peur des hypoglycémies. Et vous verrez que c'est un peu en lien aussi avec le sujet de la boucle fermée. On trouvait que c'était intéressant de voir ça. Je vais déjà vous poser une petite question sur le sommeil. Donc là, vous allez pouvoir voter tout de suite. On va déclencher un vote. La question, et là, vous répondez direct. Hein. Comment jugez-vous la qualité de votre sommeil? Très bonne, bonne, moyenne, mauvaise ou très mauvaise? On va vous déclencher le vote là tout de suite, normalement. Il y a Hervé qui doit le faire. Le vote a déjà été déclenché. Ah bah voilà, t'es trop Personne fort. qui a répondu déjà. Ah oui, super, merci Hervé. Non, parce que je voyais que nous, on n'a pas le droit de voter. C'est injuste. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas savoir notre sommeil. Je suis le garant de la démocratie. C'est bien. Partage les résultats. Allez, voilà, merci. Alors, vous voyez que en gros, vous êtes 55%, on va dire que vous avez un bon sommeil, ou voire un très bon sommeil, et quand même 45% qui ont un sommeil très moyen, voire mauvais, voire très mauvais. Donc ça, c'était pour un peu se mettre en jambe, et on va vous montrer on va vous montrer tout de suite les réponses auxquelles vous avez données au moment des questionnaires dans SFDT1 réellement. Donc, vous vous souvenez, ça, c'est des questionnaires qu'on vous donne. Donc, on a décidé de vous montrer trois questions. Donc là, la question spécifique, c'est sur la fréquence des troubles du sommeil en raison d'une levée pour aller aux toilettes. Voilà, donc on va vous montrer ce que ça donnait. Donc ça, c'est la fréquence du lever pour aller aux toilettes chez les participants SFDT1 qui ont répondu. 3 à 4 fois quand même par semaine, c'est un tiers, on va dire. 1 à 2 fois, c'est 20% et 29% moins d'une fois par semaine. Et 18% pour le reste. Donc ça, aller aux toilettes, ça peut être la prostate pour les hommes et les plus vieux, on va dire, mais c'est aussi des fois à cause du déséquilibre du diabète, évidemment, ou d'autres choses. On va vous montrer la deuxième question qui était pareil autour des troubles du sommeil, mais en raison de mauvais rêves. Moi, j'appelle ça des cauchemars, mais voilà. Alors, regardez, en fait, il y en a peu quand même qui font, c'est 5% qui en font très souvent, quand même 10% qui en font 1 à 2 fois par semaine, donc 15% quand même où c'est relativement fréquent. Et ensuite, il y a 28% et 56% en fait qui n'en ont pas fait au cours du dernier mois. Moi, si je rapporte à moi, ça c'est pas très souvent. Et dernière question, c'est sur la qualité de votre sommeil. Et c'est exactement en fait la même question qu'on a faite juste avant ensemble. Et vous voyez que dans la cohorte SFDT1, on retrouve des résultats assez similaires. Globalement, il y a 40%, quand même 40% des participants à SFDT1 qui ont une qualité du sommeil qui est très mauvaise ou assez mauvaise. Et c'est quand même très ennuyeux ça. Alors là, on n'a pas exploré encore sur ces questionnaires les raisons. Et bien sûr, on va aller là-dessus. Ça peut être le mauvais équilibre glycémique, on l'a vu tout à l'heure avec une polyurie, enfin l'envie d'aller uriner. Ça peut être plein d'autres choses, la peur des hypoglycémies, etc. Et justement, on va vous parler là de votre sensation par rapport aux hypoglycémies. Et je pense que Jean-Pierre, il va prendre la main avec plaisir. Et bien, il y a peut-être des questions sur ce sujet d'ailleurs.
me l'a retiré. Laura, ouais, pardon. Et il faut ouvrir ton Laura. micro, Laura, tu te souviens, hein. Non, pas de questions, je vous interromprai quand il y a des questions. D'accord, ça marche. Merci, Laura. J'ai Bon, allez. répondu directement. Ouais, ça marche. Je voudrais juste vous faire part d'une impression Mm. que j'aimerais partager avec vous, c'est que franchement, nous, on n'a pas de groupe contrôle sans diabète, mais ces chiffres bruts tels comme ça, tels qu'ils sont exposés là, nous, on les trouve importants. C'est-à-dire, on ne pensait pas qu'il y aurait autant de personnes avec un diabète de type 1 qui ont un sommeil perturbé, même si ce n'est pas tous les jours. Et effectivement, Emmanuel a évoqué les différentes causes possibles. Et bien sûr, tout le travail que Guy Fagheradi va faire dans l'avenir avec son équipe nous permettra de mieux comprendre quelles sont les personnes qui ont des mauvaises qualités de sommeil. En tout cas, c'est un axe d'amélioration de la prise en charge qui est super importante compte tenu de ces résultats. Et c'est pour ça que la communication d'Hélène Anner tout à l'heure sera particulièrement importante. Alors, en fait, là, on va passer au thème de la crainte des hypoglycémies. C'est un questionnaire qu'on vous a fait passer, qui est validé, qui est utilisé dans le monde entier. Et on va un peu vous faire partager quelques résultats, mais on voulait avoir l'impression des gens ici présents sur la crainte des hypos. Alors, Emmanuel, je ne vois pas les sondages. Ah oui, parce donc que oui, donc, mais si tout je le veux monde bien les que voit. Je pense que c'est craignez-vous de faire des hypoglycémies. Pardon, ça va être très souvent à jamais avec 6 classes. Tous donc les c'est à jours vous. jusqu'à jamais. Voilà. Ça y est, les gens ont voté. Presque totalement. Ok. Alors, je te laisse commenter les résultats. Manu. Ouais, je vais le faire. Donc, du coup, je vais te dire dans l'ordre. Très souvent, c'est-à-dire tous les jours, c'est quand même 15%. Donc, il y a quand même 15% d'entre vous qui êtes tous les jours, ça vous soucie. Souvent, c'est une à plusieurs fois par semaine, c'est 26%. Donc, on retombe sur du 40% avec une crainte très forte. Après, il y a parfois 36%. Et puis, les derniers, c'est rarement, parfois jamais. En tout, ça fait à peu près, ça fait 23%. Voilà. Très bien. Donc, il y a vraiment une crainte des hypoglycémies quand même importante. Ouais. 40%. Alors, en fait, le score qu'on vous a fait passer comporte plusieurs questions. On n'avait pas le temps de vous exposer toutes les questions. On en a choisi quelques-unes et volontairement, on a axé sur un aspect un peu social. Ça veut dire en quoi les hypoglycémies gênent dans la vie sociale au quotidien. Alors, vous vous rappelez peut-être avoir répondu à ces questions. Alors, la première question qu'on a sélectionnée est la suivante. Pour éviter une hypoglycémie et ses conséquences, j'ai veillé à être accompagné lors de mes sorties. Ce qui est quand même une contrainte. On n'a pas forcément envie dans certaines situations. Et en fait, ça arrive dans la moitié des cas à peu près, évidemment à une fréquence différente selon les cas, mais quand même parfois et souvent ça dépasse les 20%, ce qui nous semble quand même être une contrainte importante. Encore un axe d'amélioration important qu'on peut voir pour que le poids de ce diabète soit moins lourd d'un point de vue social. Autre question, toujours très sociale, pour éviter une hypoglycémie et ses conséquences, j'ai maintenu ma glycémie plus élevée que d'habitude lorsque je faisais des choses importantes. Par exemple, participer à un webinaire, par exemple, aller à une réunion de famille, etc. Et donc voilà la réponse. Donc en fait, parfois, c'est 34%. Donc c'est une situation quand même très fréquente et souvent 21%. Et en fait, entre parfois et presque toujours, on dépasse les 50%. Donc, dans plus de la moitié des gens qui ont répondu à ces questionnaires, on est obligé de se mettre en hyper pour éviter d'être ennuyé par cette hypoglycémie. Donc, c'est encore un résultat qui devra être encore analysé pour voir quelles sont les caractéristiques des patients qui sont particulièrement gênés par ces hypos. Et dernière question, comme ma glycémie pouvait baisser, j'ai été inquiet ou inquiète de me mettre dans une situation embarrassante ou d'embarrasser mes amis en société. Et voilà la réponse. Encore une fois, les gens à qui ça arrive, ça dépasse les 50% à une fréquence variable, mais 23% c'est rarement, mais quand même 17% parfois et 12% souvent. Donc c'est relativement fréquent pour une minorité de patients, mais quand même assez forte, que c'est une inquiétude au quotidien. Et ça fait partie de ce qu'on appelle la charge mentale du diabète de type 1. C'est que c'est une inquiétude qu'on a dans des situations où on n'a pas envie d'être inquiet pour ça et qu'on a envie de faire autre chose. Donc, je trouve que c'est des questions assez simples, mais qui relèvent
quand même des informations qui sont très, très éclairantes pour nous, parce que ce n'est pas des sujets dont on parle au quotidien en consultation avec vous. Il peut nous arriver d'être en retard, il peut nous arriver d'être pressé, et on se concentre beaucoup sur l'équilibre, les hippos, etc. Vous connaissez les consultations. Mais ça, ces sujets-là, sur votre vécu au quotidien, eh ben, ce n'est pas des choses qu'on aborde avec vous, et ces questionnaires nous permettent, pour nous, de relever des informations extrêmement éclairantes. Laura, est-ce que nous avons des Oui, réactions ou des questions? juste une question, enfin une remarque. Le fait d'avoir des questions fermées ne permet pas de pouvoir mettre en perspective ou de donner une justification à la réponse. Dans vos questionnaires, un champ texte libre pourrait enrichir la stat. Alors c'est vrai, et d'ailleurs pour ça, parfois, nous avons organisé dans le passé des focus group, c'est-à-dire avec le Diabète Lab de la FFD. C'est des dialogues avec les patients. Alors là, je parle sous le contrôle de Guy. Le nombre de répondants ici, ça doit être entre environ 700 patients. Donc analyser du texte libre sur 700 patients, Guy et son équipe, ils savent le faire, mais c'est moins simple que d'utiliser un simple pourcentage. Et donc ça, c'est une réflexion qu'on devra avoir pour éventuellement laisser l'opportunité de texte libre. L'avantage des questionnaires tels qu'ils sont montrés ici, c'est qu'ils sont validés d'un point de vue international. Donc ces chiffres représentent quelque chose lorsqu'on va communiquer des résultats, mais ça a ses limites que le participant a souligné, et que peut-être laisser la possibilité de texte libre, c'est effectivement quelque chose qu'on pourrait exploiter. Alors pour réagir aussi, effectivement, nous, on est sur une cohorte avec énormément de participants, enfin 15 000 à la fin, on espère. Donc, pour analyser des données, on ne peut pas le faire en analysant des mots, ou en tout cas, c'est très difficile, même si maintenant, il y a des techniques. Donc, pour l'instant, on n'a pas mis forcément beaucoup de champs libres comme ça. Mais ce qu'on se dit aussi, c'est que autour des questionnaires comme ça, on peut avoir des idées de réponses, enfin, comment répondre à ces questions, et on inclura des nouveaux questionnaires éventuellement, très spécifiques, éventuellement dirigés, par exemple, sur ceux qui ont presque toujours, qui sont toujours presque toujours inquiets de se mettre en situation embarrassante. Et donc, on va s'adresser qu'à eux. Et là, on pourra faire des études plus qualitatives, on appelle ça comme ça, où on va chercher vraiment les causes, aller plus loin et essayer de comprendre ces personnes qui sont très embarrassées, enfin très inquiètes des hypoglycémies en société, par exemple. Donc aussi, c'est un peu du tri, entre guillemets, des trucs à large échelle pour aller vraiment dans le plus précis secondairement dans des études secondaires complémentaires. Laura, il y a d'autres commentaires? Pas pour l'instant. D'accord, n'hésitez pas, hein. Donc là, on va passer à la deuxième partie de ce webinaire, hein, où on va laisser la parole au professeur Anner et à la patiente experte. Donc avant, juste, je vous précise que, comme vous le savez, il y a bien d'autres thématiques qui sont exposées dans les auto-questionnaires, qui sont étudiées, comme la nutrition, l'activité physique, etc. Alors nous allons organiser tout au long de l'évolution de ce protocole des webinaires très réguliers, 2 à 3 par an. Et donc, on choisira à chaque fois des questionnaires pour évoquer d'autres thématiques. Par exemple, je pense à l'activité physique, qu'on devra, à mon avis, exposer assez rapidement parce que ça intéresse beaucoup de monde. Juste, je vous précise qu'à la fin de ce webinaire, c'est à nouveau vous qui vous aurez la main pour nous suggérer des thématiques auxquelles on n'a peut-être pas pensé. Donc, on compte sur vous pour nous donner de nouvelles idées, pour éventuellement rechercher des nouveaux questionnaires sur des thématiques qui vous sembleraient pertinentes. Mais maintenant, sauf si Laura, tu as un commentaire, n'hésite pas. Non, pas de question. Je propose de parler de la boucle fermée, puisque c'est le thème que nous avons choisi de développer en deuxième partie de ce webinaire. Et pour démarrer, avant de laisser la parole au professeur Anner, je vous propose un petit sondage. Et là, Emmanuel va le poser. Voilà, Parce que donc comme le je vois sondage, pas il est en cours, on a Ah, d'accord, anticipé. très Donc, bien. c'est juste pour voir sur la boucle fermée ce que vous en connaissez, on va dire. Donc, je vous laisse répondre. Jamais entendu parler. Oui, ça me parle, mais ce n'est pas très clair pour moi. Je sais ce que c'est, mais je ne m'en sers pas et je suis équipé. Donc, je pense qu'on va pouvoir regarder. Et il y a le professeur Anner. Donc, jamais entendu parler, 7%. Ça me parle, mais ce n'est pas très clair pour moi, 37%. Il y a 27% qui connaissent, mais qui ne l'utilisent pas, et 29% qui sont déjà équipés, et c'est des chanceux.
peut-être. On va voir ça avec le professeur Anner. Hélène, c'est à toi. Merci à tous les deux et bonjour à tout le monde. Donc moi, je m'appelle Hélène Anner, je suis professeure de diabétologie au CHU de Toulouse et donc, comme l'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, très impliquée dans le projet qui nous anime ensemble de cette cohorte SFDT1 et puis très impliquée aussi dans le développement de la boucle fermée. Je suis impressionnée à travers les réponses de ce questionnaire de voir que vous êtes déjà très nombreux à en disposer, qu'en même temps, tout le monde ne l'a pas. Donc, je crois que c'est utile qu'on en discute ensemble. Et puis, vous aurez la latitude de poser toutes vos questions au fur et à mesure. On tâchera d'y répondre à la fin du topo. Donc, si tu veux, Jean-Pierre, je te laisse faire. Donc, voilà, top départ, c'est plus un bon titre puisque déjà 29% d'entre vous sont déjà partis. Mais pour les autres, peut-être que ça va donner les moyens de la réflexion et de voir comment s'y prendre. On a l'habitude, quand on présente des exposés, de donner les liens d'intérêt, simplement pour vous dire que, comme beaucoup de diabétologues, j'ai travaillé avec beaucoup de laboratoires du domaine de l'insuline, de la mesure du glucose et des pompes, ce qui permet d'en acquérir une certaine expérience. Sur la suivante, donc c'est juste pour remettre un petit peu en perspective, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est ce qui se passe normalement quand le pancréas fabrique de l'insuline, et c'est très subtil, puisqu'il y a à la fois de l'insuline tout au long de la journée, le jour et la nuit pour maintenir la glycémie. Et au moment des repas, ces pics extrêmement intenses, très brefs, qui permettent d'éviter que les glycémies montent en suivant. Et à droite, vous voyez un enregistrement de mesure continue du glucose chez des personnes qui ne sont pas diabétiques. Et c'est une régulation qui est extrêmement précise. La moyenne est à 0,99. C'est exceptionnel de passer en dessous de 0,7 ou au-dessus d'1,40 g. Ça fait rêver, Simplement, quand on a un diabète de type 1, on perd ce qu'il y a à gauche, la sécrétion d'insuline, et du coup, on perd ce qu'il y a à droite, la régulation physiologique de la glycémie. Et du coup, on est obligé de se mettre au travail, de remplacer l'insuline avec des injections ou avec une pompe. On sait qu'en gros, quand on n'y arrive pas bien avec les injections, mettre une pompe permet de gagner un demi-point d'hémoglobine A1C. Bien sûr, pour faire ça, on se surveille. Les glycémies capillaires, on les a connues et on n'avait que ça jusqu'à il y a relativement peu de temps. Depuis 5 ans, on a la mise à disposition du freestyle libre. Là aussi, dans les études, quand on compare l'usage de l'un ou de l'autre, en gros, ça fait un demi-point d'hémoglobine A1C en moins. Mais quoi qu'il en soit, ça reste très compliqué au quotidien avec un travail qui est le vôtre. Et moi, que je compare volontiers, notamment quand j'en parle aux étudiants en médecine, je dis que vous faites un boulot d'équilibriste parce que tout au long de la journée, tout le temps, il faut réfléchir, interpréter les résultats, prendre des décisions, viser le bout de la ligne pour y arriver et en même temps pas trébucher à droite ou à gauche. Donc, on sait que c'est un boulot énorme. Sur la diapo suivante, alors on sait ce qu'il est souhaitable d'obtenir comme résultat pour se mettre à l'abri des complications du diabète. On sait tous qu'il faut essayer de viser une hémoglobine A1C en dessous de 7%. Et depuis qu'on a les systèmes de mesure continue du glucose, on a des cibles. Et l'objectif, c'est de passer le plus de temps possible entre 0,7 et 1,80, plus de 70% du temps, moins de 25% au-dessus, moins de 4% en dessous. Je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire que c'est vraiment pas facile d'y arriver à ces objectifs. C'est extrêmement difficile parce qu'il y a souvent beaucoup de variabilité. Et pourtant, ce que j'aimerais souligner, c'est que ça veut dire simplement pas passer plus de 6 heures de sa journée en hyper et pas plus d'1 heure en hypo, ce qui quand même est beaucoup. Et pourtant, et vous le voyez à droite, j'imagine que certains d'entre vous s'y reconnaissent, souvent, même quand on a une bonne hémoglobine A1C, le temps dans la cible n'est pas extraordinaire parce qu'il y a plein d'hypo, plein d'hyper, c'est très variable. Ça, c'est la vie de tous les jours. Donc, sur la suivante, en fait, ce qu'on aimerait, ce qu'on poursuit à travers ces systèmes automatisés de délivrance de l'insuline ou boucles fermées, c'est de ratatiner les glycémies dans la cible du milieu, limiter les hypos, les hyper, la variabilité. Alors, comment ça marche? On a un capteur, vous connaissez le freestyle, il y en a d'autres. Il y a une pompe, certains d'entre vous sont équipés d'une pompe et s'en servent et la pilotent. Ce que ça change dans ces systèmes-là, c'est qu'on met de l'intelligence artificielle, soit dans un smartphone, soit dans la pompe, avec un algorithme qui va, au fur et à mesure, très précisément et toutes les 5 minutes, ajuster le débit de la pompe. Alors, on dit que c'est hybride parce que ça ne fait quand même pas tout. Ça nécessite de votre part de continuer à être très actif, notamment pour expliquer quand vous allez manger, combien, quand vous allez faire de l'activité physique, parce que là, ça, l'algorithme tout seul, ne sait pas le faire. Mais néanmoins, c'est une sacrée bonne coopération entre les deux. Alors, cette diapo, c'est juste pour vous montrer ce qu'on a en magasin ou qu'on va avoir bientôt. Ce sont tout un tas de systèmes, vous le voyez, qui intègrent un capteur, une pompe
et soit un smartphone, soit l'algorithme dans la pompe. Parmi ces dispositifs-là, certains sont déjà disponibles en France, le système Diabeloop, le système Minimed 780G, qui sont remboursés. Tandem est en voie de l'être, CamAPS va arriver, Omnipod aussi. Donc, c'est un champ qui est très foisonnant et qui avance très vite. Donc, tout cela sont des systèmes qu'on dit hybrides parce qu'il vous reste une part du travail et mono-hormonaux parce qu'on travaille qu'avec de l'insuline, pas avec une autre hormone. Alors, sur cette diapo, j'ai essayé de résumer comment ça marche. Donc, vous voyez en haut le fil de la glycémie. Vous avez vu, c'est pas mal, hein, 80% du temps dans la cible ce jour-là, on est plutôt content. Avec les petits chiffres de glycémie qui sont des glycémies de calibration, c'est-à-dire des glycémies capillaires qui ont été rentrées dans le système. Ça, à partir de la semaine prochaine, ce sera plus nécessaire parce que le champ du remboursement s'est étendu à des systèmes sans calibration. Et en bas, ce que vous voyez, c'est ce que fait le système et ce que vous faites. Alors, ce que fait le système, en rose, c'est le débit de base qui s'ajuste automatiquement toutes les 5 minutes. Vous voyez, ça monte, ça descend. C'est l'algorithme qui le décide. Et c'est ce qui permet le matin au réveil d'arriver avec une glycémie impeccable. Là, vous voyez 1,07 g. Et ce que disent les personnes qui ont ces systèmes-là, c'est ça. C'est tous les matins, je me lève et je sais que, quoi qu'il advienne, ma glycémie sera bonne. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un bénéfice énorme. Après, en orange et en violet, ce que vous voyez, c'est les bolus des repas qui sont calculés par la machine en fonction des glucides que vous aurez annoncés. Et ça, on ne peut pas faire autrement. Il faut les annoncer avant de manger. Et ce n'est pas automatique. Ça, c'est une part du boulot qui reste manuel. Et puis enfin, à droite, en violet, les petits microbolus de correction qui sont automatiques. C'est quand l'algorithme se bataille pour vous ramener à l'objectif, mais vous n'avez rien à faire. Ça se fait tout seul. Donc, voilà comment ça marche. Et sur la suivante, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça marche bien. Alors, ce qu'il faut faire tous les jours, c'est déclarer les glucides de ces repas. Ça, c'est super important. Sinon, l'algorithme ne sait pas bien comment réagir à ces repas. Ce qu'il faut aussi, c'est déclarer ses activités. À droite, c'est l'activité physique. En bas à gauche, c'est l'activité, la non-activité plutôt de sommeil. En tout cas, vous prévenir la machine de ce que vous faites pour qu'elle puisse s'ajuster. Puis, il faut déclarer les arrêts ou les déconnexions pour que le système ne pense pas qu'il vous apporte de l'insuline alors que vous êtes déconnecté. Donc ça, c'est tous les jours. Et donc, c'est plusieurs fois par jour. Puis après, de temps en temps, il faut ajuster les ratios. Il y a parfois d'autres réglages à faire, ça dépend des systèmes. Donc, il reste quand même une part de boulot qui n'est pas négligeable. Il faut le savoir avant de s'y engager pour être sûr qu'on va être à l'aise avec tout ça. Et puis, sur la suivante, ce qu'il faut, c'est aussi rester vigilant et repérer les jours où ça ne marche pas. Par exemple, là, vous le voyez en haut, il y a la glycémie qui s'envole et qui n'arrive pas à redescendre alors que le système fait plein de petits bolus de correction. Dans ce cas-là, c'est parce que le cathéter de la pompe était bouché et c'est sûr que ça, l'algorithme ne sait pas le reconnaître. Il n'y a que vous qui soyez suffisamment vigilant pour pouvoir le déterminer et puis prendre les dispositions qu'il faut pour. Voilà, sur la suivante. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces systèmes-là? Alors, tout d'abord, moi, j'ai envie de vous dire que ça a été rudement vite, hein, parce que les tout premiers essais, la fin des années 2000, c'était à l'hôpital une nuit. Donc, vous voyez, on avait un peu la trouille, on ne savait pas trop comment ça allait marcher, ces systèmes-là. Et puis, on a fait des progrès. Une dizaine d'années plus tard, on a pu proposer ces systèmes à des personnes pour des essais de plusieurs mois en ambulatoire. Et puis, finalement, maintenant, avoir des études en vraie vie avec plein de personnes qui y contribuent pour voir ce que ça donne. Ce que ça donne, vous le voyez à gauche, essayez de le figurer. Entre la boucle ouverte, quand on fait tout seul, et la boucle fermée, qu'est-ce qu'on peut gagner? C'est plus 10, voire même 15% de temps dans la cible, 3 heures en plus tous les jours. Réduire par moitié les hypos, pas plus d'une demi-heure. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est qu'avec tous les systèmes qui ont été étudiés maintenant depuis de nombreuses années, on n'a pas repéré d'accident métabolique aigu qui soit lié au fait que le système ne fonctionne pas convenablement. Il n'y a pas eu de signal de dangerosité. Donc voilà en gros ce qu'on peut attendre quand on s'embarque dans un système tel que celui-là. Et là, c'est juste pour vous montrer sur des milliers de personnes, vous voyez, dans plein de pays du monde, grosso modo, on a l'impression que les résultats, c'est les mêmes, un peu pour tout le monde. Quasi pas d'hypo, plus de 75% du temps dans la cible. Sur la suivante. Alors, aujourd'hui, en France, il y a 2 systèmes qui sont remboursés, c'est DBLG1 et Medtronic 780, avec, vous le voyez, des conditions de remboursement qui sont différentes. Il y a l'âge des adultes pour DBLG1 et à partir de 7 ans pour le système 780G, une indication d'équilibre glycémique qui n'est pas la même, plus de 8% pour DBLG1 et un équilibre qu'on ne considère pas atteint, mais ça peut être hypo, hyper variable pour le système Medtronic.
Et de toute façon, il faut être équipé d'une pompe depuis au moins 6 mois pour y avoir accès. Le système Control IQ, on attend l'avis de remboursement, mais ce serait a priori pour les enfants, enfin pour les adultes et pour les enfants à partir de 6 ans. Et puis d'autres vont arriver par la suite. Sur la suivante, alors vous l'avez compris, il y a quand même du boulot, ça ne marche pas complètement tout seul. Alors sur cette diapo, j'ai voulu mentionner que déjà il y a du boulot pour nous, il faut que les professionnels ils se forment. Les diabétologues, les infirmières, les diététiciens, les prestataires de santé à domicile, il faut qu'on soit tous très à l'aise pour pouvoir vous accompagner. Et beaucoup de professionnels se sont mis en route pour ça. Si le diabétologue qui s'occupe de vous n'est pas encore complètement au jus, ça va venir. Et puis, il pourra se rapprocher d'équipes qui sont peut-être un peu plus chevronnées pour vous aider, si vous souhaitez ces systèmes-là, à y accéder. Et puis, pour les patients, il y a aussi de l'apprentissage, hein, et ça passe par de l'éducation thérapeutique. Je pourrais changer ce cartouche-là en enlevant la calibration, puisque maintenant, ça ne va plus être nécessaire. Mais il y a tous les aspects que j'ai évoqués auparavant qui restent de l'apprentissage. Il y a notamment l'apprentissage du téléchargement des données, des plateformes qui permettent de les partager avec ses soignants. Donc, tout ça prend un petit peu de temps. Il faut bien avoir pesé le pour et le contre avant de s'engager. Être sûr que les bénéfices qu'on va en retirer sont largement contrebalancés par les efforts que ça va demander pour être sûr de le faire au bon moment. Et ça dépend de chaque personne. Sur la suivante. Donc là, j'ai résumé, et c'est la fin de mon topo, j'ai résumé comment on pourrait construire le chemin pour arriver à ce dispositif. Je crois que pour les personnes qui vivent avec un diabète, la première question, c'est est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour moi? J'en discute avec mon diabétologue de proximité qui lui-même est en lien avec une équipe d'un centre spécialisé. Puis on va voir si je suis prêt, si ça me convient, si je fais partie des personnes chez lesquelles le système est remboursé. Et puis on va se mettre en route. Alors, se mettre en route, ça veut dire quoi? Donc, vérifier donc, les prérequis, poser l'indication, faire la formation. Et puis après, une fois que la formation à la mise en place a démarré, il y a 3 mois qui sont 3 mois vraiment d'une importance cruciale parce que pendant ces 3 mois-là, vous allez vous habituer au système et puis ensemble, on va faire les réglages pour être sûr que ce soit le plus affûté possible pour vous. Et pour ça, il y a l'équipe du centre, il y a le diabétologue de proximité, puis il y a le prestataire de santé à domicile. Puis une fois que ces 3 mois sont parcourus, franchement, en général, c'est bon, quoi. On y va, on part dans du suivi à plus long terme comme on l'a fait pour la pompe auparavant. Et puis, ça termine cette diapositive-là, il y a la prévision de faire un suivi tous les ans, vérifier tous les ans qu'on est bien dans les clous. Et puis, s'il y a des nouveautés, comme ça, on peut également vous en faire part et vous les expliciter. Donc, sur la suivante, du coup, je crois que vraiment aujourd'hui, on est tous convaincus que c'est efficace. Vraiment, ça marche bien et c'est très impressionnant parce que moi, je trouve que la qualité d'équilibre que l'on obtient, on n'arrivait pas à l'atteindre avec simplement nos cervelles ensemble. On n'arrivait pas à faire aussi bien que ça. Et donc, sur l'augmentation du temps dans la cible, la baisse du temps en hypo, c'est très impressionnant. Et sur la charge mentale aussi, hein, je vous disais, cette glycémie le matin au réveil qui est bonne, tous les patients le disent, je dors mieux. Et ça boucle avec le début de ce webinaire. Et ça marche dans des populations très diverses, chez des personnes d'âge différents, chez les hommes, chez les femmes, donc un peu chez tout le monde. Donc, c'est vraiment une superbe opportunité pour nous tous. Je reviens sur la question de la formation qui est très importante pour les équipes. Et je reviens aussi sur le fait qu'il faut qu'on soit respectueux des indications remboursables et qu'on choisisse ensemble le système qui va le mieux pour chacun d'entre vous. Alors, vraiment, que les patients soient bien formés par une équipe multiprofessionnelle, c'est important. Qu'on fasse bien tout l'accompagnement du début, c'est important aussi. Et puis, il ne faut pas trop s'inquiéter si le cadre initial de remboursement est un petit peu contraint parce que ça va évoluer. Et donc, dans les années qui viendront, il y aura d'autres dispositifs, il y aura la possibilité de les utiliser chez les petits-enfants, chez les femmes enceintes, tout ça va s'élargir. On n'en est encore qu'au début. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Hélène. Du coup, on va peut-être donner la parole suite à Bénédicte, parce que je trouve que c'est un bon lien. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de questions ou des commentaires dans le chat. Et puis, Laura, elle reviendra vers nous avec vos commentaires et vos questions. Bénédicte? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez cliquer sur la prochaine photo?
Hop, voilà. Donc, je m'appelle Bénédicte. Ça fait 30 ans que je suis diabétique de type 1 et j'ai une boucle fermée depuis 1 an. Je voulais vous montrer à quoi ça ressemble, hein. On a vu pas mal de commentaires sur le fait que c'est encore un peu contraignant. Donc, oui, je vous le confirme. On a encore la tubulure, le capteur, et voilà, c'est là, c'est contraignant. En revanche, moi, la boucle fermée, ça a transformé ma vie à beaucoup de niveaux. Et aujourd'hui, je voulais juste partager avec vous ce qu'elle m'apporte et ce qu'elle ne m'apporte pas. Donc moi, j'ai vraiment amélioré mon hémoglobine A1C. C'est très personnel, hein, donc ça varie. Le professeur Hanna nous avait dit en moyenne, il me semble, un demi-point d'amélioration. Pour moi, c'était 1% de moins. Et aussi l'amélioration du temps dans la cible. Donc, je fais moins d'hypo, je fais moins d'hyper, et puis surtout pendant moins longtemps. La pompe, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prédit mes hypos. Donc, elle va en fait m'envoyer des alertes pour me dire, ah, attention, dans les 15 prochaines minutes, le taux de sucre va chuter, il faut reprendre des glucides. Et en fait, du coup, elle s'adapte en fait à ma glycémie. Donc, on a un petit algorithme qui envoie les infos du capteur à la pompe. Et on sait que et du coup, la pompe va soit diminuer le débit de base, soit l'arrêter complètement si l'hypo arrive de manière assez rapide. Et puis, à l'inverse, la pompe va délivrer des micro... je prendrai vos questions peut-être après. La pompe va délivrer des microbolus si besoin, si on est en hyper. Alors moi, je suis en hyper. Ce qui est bien, c'est que c'est le deuxième webinaire que je fais et le deuxième où je suis en hyper. Pas parce que j'avais peur de parler et que je me suis mis en hyper délibérément. En revanche, je suis en voyage en fait en Espagne et du coup, je mange des choses que je ne suis pas habituée à manger d'habitude. Ce qui m'emmène en fait à ce qu'elle ne m'apporte pas. C'est-à-dire que simplement, je me suis trompée quand j'ai rentré mes glucides ce matin au petit-déj. Et donc, on l'a vu, il faut quand même rentrer le nombre de glucides qu'on mange. Et je n'ai pas rentré le bon nombre. Donc, la boucle fermée, en fait, elle essaye de rattraper en fait ma bêtise, mais elle pédale un peu et du coup, on n'y est pas et ça me demande quand même une certaine intervention manuelle quand la glycémie est vraiment trop haute ou qu'elle est vraiment trop basse. Donc, ça n'arrête pas les hypos non plus, j'en fais quand même et je suis obligée de me resucrer. Donc, voilà, c'est pas non plus... ça reste un système hybride avec notre intervention où vraiment on est obligé de rentrer ce qu'on fait. Voilà. Je dirais dans les bénéfices, et encore une fois, pour revenir sur le sujet du sommeil, ça m'a vraiment transformé la qualité de mon sommeil. J'avais oublié en fait ce que c'était que de bien dormir. Je pense que ça faisait, je ne sais pas, peut-être 20 ans que je n'avais pas fait une nuit complète, vraiment. Et ça m'arrive plusieurs fois. En fait, j'ai mis, même après une grosse pizza, parfois, si on mange beaucoup de lipides, de choses grasses, en fait, la glycémie monte sur la durée. Et là, ça permet quand même de venir aider ce genre de choses. Et puis, une glycémie très, très stable aussi en cas de maladie, par exemple, où j'ai fait un régime sans glucides pendant 2 mois et presque 100% du temps dans la cible sur plusieurs jours. Et ça, c'était vraiment super. Et puis, je trouve aussi que c'est plus facile de gérer la glycémie pendant le sport. Donc, on peut rentrer, ça dépend des boucles fermées, mais on a différentes fonctions où on peut dire, activité physique. Je rentre le fait que je vais faire une activité physique dans la prochaine heure. Et du coup, la boucle fermée va m'aider à faire remonter tout doucement ma glycémie. Comme ça, je ne commence pas non plus mon sport à 3 grammes. Et ça me permet de faire du sport sans faire une hypo. Donc voilà, comme toutes les pompes, il faut vraiment trouver les bons paramètres et il faut vraiment être patient parce que ça demande un petit peu d'ajustement avec son équipe médicale, de bien comprendre les ratios, c'est-à-dire de combien d'unités d'insuline j'ai besoin pour combien de grammes
de glucides, et puis aussi la sensibilité, donc de combien d'unités d'insuline j'ai besoin pour descendre de combien de grammes. Et voilà. Et alors, une dernière chose qui n'est pas sur mon slide, que je voulais préciser, c'est qu'il faut quand même être à l'aise avec la technologie. Donc là, on est tous sur un webinar, donc j'imagine qu'on est tous un petit peu à l'aise avec la technologie. Mais parfois, par exemple, moi, j'ai une boucle fermée où je peux voir ma glycémie et sur ma pompe et sur mon téléphone. En revanche, ça demande des petites manips pour paramétrer le téléphone. Une fois, en fait, j'ai découvert que si je paramètre mon capteur en premier sur mon téléphone, du coup, c'est mon téléphone qui prend la main sur la boucle fermée. Et du coup, la boucle fermée n'est plus en boucle fermée, mais en pompe. Enfin, bref. Donc, c'est un peu… Ça demande, voilà, d'être à l'aise avec la technologie. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose à prendre en considération avant de se dire est-ce que la boucle fermée, c'est pour moi ou pas sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour moi en particulier? Ouais, Laura, peut-être. Alors, est-ce que je fais toutes les questions dans l'ordre ou je… En fait, Ouais. comme Il y en a elles te beaucoup, hein. viennent entre Hélène et Bénédicte, comme ça te vient, je te propose. Oui, alors je ne pourrais Vas-y. peut-être pas tout poser, mais je vais essayer de… J'ai un peu tout lu ce qui est sorti. Alors, je retrouve juste le début. Sur l'HB1C, j'étais à 7 et 6 maintenant. Ça, c'est rapide comme question. Et, alors pour Hélène, le système de boucle fermée par pompe externe est-il envisageable sur un diabète instable et avec problème d'absorption de l'insuline par la peau? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Instable, ça dépend de la cause de l'instabilité, à vrai dire. Mais pour des personnes qui ont un diabète qui part dans tous les sens, alors dans tous les sens, plus ou moins, ce que je vous ai montré là sur les tendons les cibles, c'est un peu dans tous les sens. Il y a des gens pour qui c'est franchement pire, avec vraiment des hypoglycémies sévères, avec des trucs qui partent en l'air, etc. Il y a eu une étude qui a été faite en France avec le système DPLG1 de Diabeloop chez des personnes comme ça, et qui montre que ça marche vraiment bien aussi. Et là, j'imagine que du coup, pour la charge mentale, ça doit être super. Maintenant, quand le problème, c'est la peau, là, ça ne va pas le régler, ce problème-là, parce que la peau, vous le savez bien, ça reste un obstacle, hein, et ça reste une barrière pour certains pour l'absorption de l'insuline. Donc, les systèmes qu'on a aujourd'hui en boucle fermée, si c'est un gros problème de résorption sous-cutanée de l'insuline, ça ne va pas tout régler. Je ne sais pas si vous connaissez une autre technique qui est le traitement par pompe à insuline implantable, où là, c'est une pompe qui est mise dans le ventre avec le cathéter qui est mis dans la cavité de l'abdomen. Il y aura des systèmes de boucle fermée avec ces systèmes-là. Et là, pour le coup, on court-circuite la peau. Et donc, l'insuline, elle part au bon endroit tout de suite. Ce sera sans doute ça la réponse. Donc, pour la plupart des gens qui souffrent d'instabilité de leur diabète, je crois que c'est beaucoup de personnes, la boucle fermée peut vraiment améliorer la situation. Et si le problème, c'est la peau, ce n'est pas la boucle fermée sous-cutanée qui va le faire. Merci beaucoup pour cette réponse très claire. Laura, une autre question? Oui, si on est déjà en dessous de 7%, que gagne-t-on avec la boucle fermée? Je peux peut-être commencer d'un point de vue personnel. Alors moi, j'étais à 7, donc bon, juste à la limite. Donc c'était vraiment, en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment c'est la tranquillité, en fait. Et puis c'est le sommeil, c'est d'avoir moins de variations. En fait, ce qui fatigue dans le diabète, je suis sûre que vous êtes tous d'accord, c'est les variations de glycémie, en fait. C'est d'être comme ça, c'est très, très fatigant. Donc, je ne sais pas dans votre cas personnel si vous en avez beaucoup, mais si c'est le cas, c'est vraiment la boucle fermée permet vraiment d'avoir une glycémie plus stable. Et du coup, on est moins fatigué, on dort mieux. Même la journée, on est moins fatigué parce que si on est en hyper, qu'on a la glycémie qui descend d'un seul coup, on a un gros coup de pompe. Donc, du coup, moi, ça me permet en fait, de faire plus de choses dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, en fait. Merci. Et Hélène, tu veux réagir aussi sur cette question? Oui, je peux juste ajouter un truc. C'est vrai que pour les personnes que je connais qui ont pris la boucle fermée, bon, il y a des gens au-dessus de 7, il y a des gens en dessous. Souvent, les gens en dessous passent beaucoup de temps en hypo.
Et ça, c'est fatigant en soi. La variabilité est fatigante, le temps en hypo aussi, et souvent, ça met un peu en retrait des activités de la vie usuelle, parce que juste le temps de se sentir mieux, ça prend quand même du temps. Et les personnes dans cette situation-là disent que ça, c'est un vrai bénéfice, d'avoir gagné sur le temps en hypo, du coup, dans l'aisance relationnelle, dans avoir moins peur de se retrouver en difficulté au boulot parce qu'on pédalerait un peu, parce qu'on serait un peu trop bas. Les gens me disent beaucoup ça. Et je confirme ce que dit Bénédicte, le fait d'être plus reposé, plus en forme. Laura, il y a plein de questions. Ouais, il y J'ai a plein de questions. aperçu. On va essayer de répondre rapidement du coup pour que on va essayer d'apporter des réponses aux majeures, on va dire. Alors, le système de boucle fermée nécessite-t-il forcément une tubulure? Aujourd'hui, oui, les systèmes remboursés en France ont une tubulure. Il y a des essais en cours avec la pompe Omnipod. Je ne crois pas qu'on l'aura en France avant 2 ans, mais ça va venir. Et On a puis, beaucoup de patients en liste d'attente, moi, dans le centre, qui ne veulent pas de tubulure, mais qui ont envie de la boucle et bon, ils sont en liste d'attente, on va dire. mais ça va venir. Ouais. Est-ce qu'avec le temps, les bons réglages du début se détériorent ou faut-il recalibrer avec son médecin? Alors, ça, c'est vraiment une bonne question parce qu'on n'a pas encore tellement de recul. On a des gens qui sont traités depuis plus d'1 an, en maxi chez nous 1 an et demi. Ce qui peut se détraquer dans le temps, ça peut être la précision avec laquelle on annonce les glucides, parce que ça, c'est humain, hein, et on sait bien que de temps en temps, on a besoin de ressortir la balance pour recaler les choses. Puis on peut avoir des paramètres qui changent avec le temps. Je suppose que vous l'observez dans votre vie. Il y a des moments où on se rend compte que finalement, le ratio de tel ou tel repas, c'est plus tout à fait ça, que la sensibilité a changé, parce qu'on a perdu du poids, parce qu'on en a pris. Donc, de temps en temps, il faut réinterroger les réglages. Ou dit autrement, si les résultats sont moins bons, il faut vraiment se poser des questions et trouver le truc, le bouton sur lequel il faut appuyer pour que ça revienne. Mais je crois que c'est la vie normale, ça. Les systèmes aussi auto-apprennent, hein, quand même. C'est fou, hein, c'est de l'intelligence artificielle et il y a une adaptation au jour le jour, enfin au jour ou à la semaine. Et du coup, il y a quand même quelque chose qui se passe dans le système de façon autonome. Donc, c'est quand même chouette. Une question pour Bénédicte. À quelle fréquence devez-vous changer votre capteur de glycémie? Ouais, tous les 10 jours. J'en profite pour répondre sur une question sur la tubulure et en fait la nuit. Donc un petit truc de patient en fait. Alors désolée de partager, mais du coup moi ma pompe je la mets dans mon soutien-gorge en fait, donc elle bouge pas, la tubulure, hop, elle est calée. Et sinon il y a des petites trucs de patient, il y a des petites ceintures en fait qu'on peut acheter où on peut mettre sa pompe dedans. Donc on a juste une petite ceinture la nuit et comme ça c'est bien attaché et ça embête pas la nuit en fait. Sinon oui c'est vrai que sinon elle va se balader dans le lit et ça s'en mêle. Alors, on a eu pas mal de remarques avec le sport en disant que c'était pas forcément facile à gérer. Peut-être un commentaire là-dessus. Ouais. Le sport, en fait, c'est très personnel. Et ça dépend de l'intensité en fait du sport. Je dirais qu'en fait, si on fait tout ce qui est renforcement musculaire, en tout cas pour moi, c'est bien si j'ai une glycémie à peu près 1,50 g. Ce que la pompe me permet de faire si je rentre à peu près 1 heure avant dans la pompe, le fait que je vais faire du sport. En revanche, moi, personnellement, si je cours ou je fais une activité intense, je la débranche. Encore une fois, il faut dire qu'on se débranche. Je la débranche pendant 45 minutes et je vais faire mon activité sportive. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose il faut essayer un petit peu et voir ce qui vous convient. Oui, je suis d'accord. Il faut essayer, il faut prévenir à l'avance. Ça dépend de l'intensité de l'activité et puis on y va pas à pas. Ça peut permettre de faire des swings un peu moins forts, d'être moins obligé de partir très haut, de dégringoler moins vite. Mais bon, ça se travaille de façon individuelle, ça c'est vrai. Juste un petit commentaire personnel dans mon expérience. Il peut arriver que le système soit insuffisamment puissant pour prévenir l'hypoglycémie dans le cadre des activités physiques très intenses, de grands sportifs. Et dans ce cas-là, la déconnexion est nécessaire. Voilà, donc le système vraiment peut avoir ses limites dans le cadre des activités vraiment importantes.
Et ça veut dire que finalement, quand ça ne marche pas complètement bien, on peut toujours reprendre la main, quelle que soit la raison, hein. On n'est pas obligé de rester tout le temps dans le système si on a l'impression qu'il ne fait pas assez bien. Laura? Avez-vous une idée du nombre de diabétiques en boucle fermée à date? Ah, moi, je ne sais pas. Je peux vous dire chez nous, pour vous donner une idée, j'imagine que vous le partagez, il y a un tel enthousiasme et une telle attente que nous, on a multiplié les façons de mettre en place les boucles fermées chez nous. Donc, pour certaines personnes, en hospitalisation quelques jours, pour la majorité sur une journée. Et on a regardé où on en sera à la fin de l'année. À la fin de l'année, on sera à 200. Et c'est beaucoup parce que c'est beaucoup de boulot et beaucoup d'organisation. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça un petit peu partout, mais j'imagine qu'en France, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont déjà sous boucle fermée. Qu'est-ce que vous en dites, Emmanuel, Jean-Pierre? Je ne sais pas le chiffre. Nous, on n'est pas à 200 ici parce qu'on n'a pas réussi à équiper autant de patients. Mais enfin bref, oui, chaque centre l'a ciblé à fond. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'organisations locales. Je sais où en sont les grands centres, hein, comme le tien, Hélène, ou celui de Freddy à Corbeil ou à Éric à Montpellier, mais je pense qu'on doit dépasser les 3000 patients en France aujourd'hui. Tout le monde se précipite en ce moment, mais c'est vraiment une estimation au pif comme ça. Mais c'est énorme, hein, parce qu'il faut se rendre compte de l'organisation pour tout le monde, patients et équipe. Moi, je suis épatée de l'allure à laquelle ça s'est mis en place. Laura, une ou deux questions, je vois l'heure tourner. Oui, alors il y a beaucoup de Une dernière commentaires. question, courte question, courte réponse. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, la boucle fermée correspond-elle à la pompe installée? Alors, je sèche parce que je ne sais pas ce que ça veut dire la pompe installée. Joker. Alors, voilà, Moi, j'imagine, j'ai déjà une pompe. Enfin, j'imagine. Hein. Est-ce que je garde la même pompe si je suis en boucle fermée ou pas? C'est peut-être ça la question. Alors, ça dépend, parce qu'il y a des pompes qui peuvent être équipées en boucle fermée, d'autres pas. Donc, il y a des gens pour lesquels il faut aussi l'apprentissage d'une nouvelle pompe. Ok, oui, c'était ça, c'était la question. Donc, vous avez répondu. Parfait. Bravo, Emmanuel. Je vous propose peut-être de passer au dernier sondage, puisqu'il nous reste 2 minutes à la fin de ce webinaire. Donc, Manu, je te laisse la main pour bien sûr. la question. Donc, merci encore. Avant, remercier vraiment Hélène et Bénédicte qui vraiment étaient extrêmement clairs et complémentaires. Et merci aussi pour la richesse de vos questions. Ouais, c'est super. Alors, dernière question, comme vous disiez tout à l'heure, Jean-Pierre, c'est que on essaye, on prend en compte en fait vos desiderata sur les sujets éventuels qui vous intéresseraient pour les prochains webinaires. Donc, on vous invite là à inscrire dans le chat toutes les questions qui vous viennent. De quoi vous aimeriez qu'on parle le prochain webinaire qui sera au premier trimestre 2023. Voilà. On voit déjà des commentaires, donc ça c'est bien. Allez-y. Alors, il y a eu 2 webinaires, là vous êtes le deuxième, donc on fera un cumul des 2 pour voir à peu près ce qui sort. Et puis bien sûr, on choisira des questionnaires qui sont en rapport avec le thème choisi. Voilà. Alors, pendant que vous écrivez, on va vous remercier encore. Hein. Jean-Pierre, il vient de vous dire, mais moi aussi, en fait, on adore tout ce qu'on fait et tous les échanges qu'on a avec vous dans ces webinaires, ça nous nourrit aussi parce que ça nous montre comme cette étude est intéressante et pour nous, pour vous, c'est vraiment une communauté et faire ça ensemble et c'est un vrai plaisir. J'étais même ému tout à l'heure, il y a eu un mot de, je dirais pas de qui m'a ému aussi. Voilà. Jean-Pierre, tu voulais un petit mot? Non, c'était juste pour préciser, comme vous l'avez vu, on essaye d'organiser 2 à 3 webinaires par an et qu'à chaque fois, on en fait 2 dans la semaine, un plutôt à 12h30, l'autre plutôt en fin d'après-midi pour que tout le monde y trouve son compte. Aussi, on est ouvert à vos suggestions. Si vous voulez vous proposer des points d'amélioration sur ces webinaires, on est ouvert à vos suggestions. Très bien. Manu, sur les réponses, peut-être, avant de se quitter? Non, là, de toute façon, on va analyser à tête reposée. D'accord, ok. Voilà, merci je pense que ça sera mieux. Ouais, merci encore à tous. Merci à toute l'équipe derrière et à vous. Merci, au revoir tout le monde. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.